À plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, un intrépide voyageur envoie ses premières photos à ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Cela fait des années qu'ils attendaient ça. Leur bébé, le rover Spirit, vient de se poser sans encombre sur Mars. Et son petit frère, Opportunity, lancé 3 semaines plus tard, le rejoindra bientôt. This is a big night for NASA. We're back. Les 2 robots ont été envoyés sur Mars pour répondre à une question qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Y a-t-il jamais eu des formes de vie sur cette planète? Y a-t-il jamais eu d'eau liquide, indispensable à la vie? C'est une planète compliquée. On s'est souvent trompé à son sujet. On peut s'attendre à d'autres surprises. En pénétrant dans les coulisses de cette expédition sur Mars, vous découvrirez des lieux que personne n'a encore jamais vus. Et vous en saurez davantage sur les secrets d'une planète qui a été fatale à plus de la moitié des missions la concernant et a bien manqué de faire échouer celle-ci avant même qu'elle ne commence. 2 semaines après s'être posé, Spirit s'apprête à examiner pour la première fois une roche martienne. Tout semble fonctionner parfaitement. Quand soudain, c'est le silence. Brusquement, la fête s'interrompt. Pour l'instant, on ne sait pas si ça vient d'une erreur de notre part, d'une faiblesse de conception dont on ne s'est pas rendu compte. Est-ce dû à une panne du matériel? Quelque chose de cassé? Est-ce la main de Dieu? Ça pourrait être n'importe quoi. Pendant ce temps, Opportunity, le jumeau de Spirit, approche de sa destination. Chaque phase d'entrée, de descente et d'atterrissage est une expérience dont l'issue est incertaine. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je n'arrêtais pas de penser qu'on ne pouvait pas se permettre une nouvelle catastrophe. Avoir connu des moments aussi intenses et ensuite tout perdre. L'enjeu est critique. 4 années de travail, un budget de 850 millions de dollars, des carrières, des réputations et l'avenir même de l'exploration planétaire. Bienvenue sur Mars. Le rover Spirit se trouve à 200 millions de kilomètres de chez lui. Est-il vivant? Est-il mort? Personne ne le sait. Au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les contrôleurs ont perdu le contact avec leur bébé de 400 millions de dollars. Spirit s'apprêtait à faire ses premiers relevés d'une roche martienne lorsque le signal s'est interrompu. Quelques heures plus tard, ils ont entendu 2 bips en réponse à leur question « Es-tu vivant ?» C'était hier. Mais aujourd'hui, c'est le silence. Jusque-là, ils ignorent toujours ce qui ne va pas. Leur seule certitude est que leur rover est très loin de chez lui et malade. Quand on a reçu ces images, on a vraiment eu l'impression d'y être, de se balader dans le désert par une journée d'été. Et puis, quand le véhicule a cessé de nous parler, on a brusquement pleinement ressenti la distance entre la Terre et Mars. Et c'était terrifiant de se dire que ce lien ténu qu'on croyait si solide s'était brisé. Jusque-là, la mission avait été un triomphe pour la NASA et le Jet Propulsion Laboratory, où les rovers avaient été construits. Pendant plus de 2 semaines, tout avait marché comme prévu. Vedette internationale, Spirit faisait l'actualité presque tous les jours. Une fois la phase dangereuse de l'atterrissage terminée, la séquence la plus délicate est la descente de la rampe de l'atterrisseur.
Le rover s'est déployé complètement, prêt à partir. C'est là qu'on lui a donné l'ordre de faire son premier pas. À ce stade-là, un plantage aurait été une véritable catastrophe. L'idéal serait d'avancer tout droit. L'ennui est qu'une partie de l'airbag gêne la progression. Craignant que Spirit ne se coince dedans, les ingénieurs décident d'utiliser le rover d'essai et lui font répéter une manœuvre délicate. Un demi-tour sur l'atterrisseur pour qu'il reparte dans une autre direction. C'est comme un premier enfant. La première fois, on est très attentif, on est inquiet pour tout. Parce qu'on sait que le monde a les yeux braqués sur vous. Pour Spirit, ça a été une période difficile. On n'a pas dormi beaucoup. Charlie Tango, _Romeo, 2196.alpha.00. Le moment est enfin venu pour le rover de fouler le sol martien. Is the most significant 3-meter drive in recorded history. On my mark. 3, 2, 1, mark. On appuie sur un bouton pour lui faire faire un trajet de 3 mètres, puis on attend de voir. C'est très stressant. 90 minutes plus tard, Spirit envoie une image du nid enfin vide. Les 6 roues sont posées sur le sol martien. La phase la plus dangereuse de la mission est terminée. Spirit va pouvoir entamer sa mission d'exploration, ce que tout le monde attend depuis longtemps. Et c'est là que, brusquement, il s'arrête de parler. Le lendemain, comme on ne recevait toujours rien, certains ont commencé à se dire « Si ça se trouve, ce machin ne fonctionnera pas ». Et puis, au moment où on s'y attendait le moins, il s'est mis à envoyer des données. Flight station reported that they're seeing signal at 143536 on all the downlink channels. Great news. Let's see if we can look up. On a eu ce qui ressemblait à un des messages qu'on attendait tant. Mais à mesure qu'on le déchiffrait avec tout le monde autour de nous, on s'est rendu compte que c'était du charabia. Certains pensent c'est toujours mieux que rien. Je me suis dit, au moins il essaie. On a une chance. Tracy Nielsen est responsable de la prévention des défaillances. Elle a participé à la conception de systèmes qui font passer le rover en mode sans échec en cas de problème. Au JPL, on construit des machines robustes, des systèmes anti-erreur, des systèmes capables de maintenir le véhicule en vie, autant de choses qui font gagner du temps et permettent à des ingénieurs très futés d'analyser toutes les données et de trouver l'erreur. Plusieurs théories sont émises, mais en l'absence de données émanant de Spirit, les experts ne peuvent diagnostiquer l'origine de la panne. C'était une pression énorme. On veut des réponses tout de suite. 24 heures sur 24, on nous demandait qu'est-ce qui se passe, mais on n'en savait rien. 1 heure plus tard, ils tentent de nouveau de faire parler Spirit. Et là, il nous a répondu, c'était super. Tout avait l'air de se dérouler parfaitement, on était ravis. Et 1 minute plus tard, il nous a transmis la même donnée. Puis la même de nouveau. Puis la même de nouveau. Puis la même de nouveau. On se serait cru dans le film Un jour sans fin. Et d'un seul coup, plus de signal. Au moment où Spirit semble avoir complètement perdu la tête, il rappelle, transmettant enfin des informations utiles. Son ordinateur a tenté de se réinitialiser 66 fois au cours des 2 derniers jours. Sur Terre, quand un ordinateur tombe en panne, il suffit d'appuyer sur le bouton Reset. Mais dans le cas de Spirit, il n'y a personne pour appuyer sur le bouton.
Le robot est donc programmé pour se réinitialiser tout seul. C'est exactement ce qu'il a fait, encore et encore, pendant 48 heures, sans passer en veille la nuit pour économiser ses batteries. Alors qu'il aurait dû dormir, il était complètement réveillé, à fabriquer on ne sait quoi toute la nuit. Pendant ce temps, son système d'accumulateur s'épuisait de plus en plus, parce que le véhicule n'a pas été conçu pour faire ce qu'il faisait à ce moment-là. Les ingénieurs lui envoient la commande de se mettre en veille, mais en vain. Je n'étais pas sûr qu'on réussisse. On n'arrivait pas à reprendre le contrôle et ses accus se vidaient. On risquait de le perdre. Alors que la nuit tombe, le rover fou est toujours bien réveillé. Normalement, le système anti-défaillance devrait le mettre en veille avant que les accumulateurs ne soient endommagés, mais rien ne dit qu'il fonctionne dans ces conditions. Spirit se trouvant sur la face cachée de Mars, le prochain contact n'aura lieu que dans 19 heures, si tant est qu'il soit encore en vie. Au JPL, tous travaillent d'arrache-pied pour trouver le lien entre les différents problèmes identifiés. Tout le monde est épuisé. On fait livrer des pizzas. À un moment, j'ai passé 27 heures d'affilée au boulot. Il y a toujours quelque chose à chercher, à vérifier. Et même quand on rentre chez soi, on n'arrive pas à dormir. Tracy Nilsson passe la nuit à faire des simulations sur le rover d'essai, cherchant à reproduire le comportement déroutant de Spirit. Dans le même temps, le reste de l'équipe suit d'autres pistes. Au petit matin, ils ont un suspect, la mémoire flash de Spirit, l'équivalent d'un disque dur où l'ordinateur stocke des données, même quand l'alimentation est coupée. On avait vu durant les tests qu'il existait un moyen d'isoler la mémoire flash et de la mettre momentanément hors jeu. Ignorant toujours si Spirit est encore en vie, les ingénieurs le reprogramment de façon qu'il redémarre sans utiliser sa mémoire flash. Rien ne se passe. Et pour cause, Spirit s'est endormi. Le système anti-défaillance a fonctionné et l'a débranché pendant la nuit, lui sauvant ainsi la vie. Un peu plus tard, Spirit se réveille et reçoit la commande. Ça a marché. Mais privé de sa mémoire flash, Spirit ne peut pas faire grand-chose. En outre, les ingénieurs ne connaissent toujours pas la cause du problème. On n'est pas sorti de l'auberge, loin s'en faut. Ça va nous prendre un certain temps avant de pouvoir le refaire travailler. Mais on peut communiquer avec lui, et il nous répond correctement. Il a retrouvé toute sa tête, et ça fait plaisir. Il était temps. Opportunity doit se poser sur Mars dans à peine quelques heures. Samedi 24 janvier au soir. C'est l'heure H au JPL. À 20h59, Opportunity entame sa plongée vers la surface de la planète rouge. Mais la panne de Spirit a rappelé à tout le monde qu'un incident est toujours possible. L'atterrissage est la phase la plus dangereuse de la procédure. Pendant 6 interminables minutes, le sort de la mission est suspendu au fonctionnement des parachutes et des airbags automatiques. Si on ne parvient pas à garder son sang-froid, on est fichu. Psychologiquement, à chaque fois, c'est extrêmement difficile à vivre. Pourtant, c'est un moment très exaltant. Si on réussit à poser le véhicule sur Mars, on sera vraiment aux anges. The spacecraft is bouncing on the surface of Mars and rolling around. The antenna is pointed in many different orientations. LCP, we see it on the LCP. We're seeing it on the LCP.
Ce soir, l'équipe responsable de l'atterrissage peut être fière d'elle. En 3 semaines, elle a vaincu Mars à 2 reprises. Pendant 3 ans, ces hommes et ces femmes n'ont vécu que pour une seule chose, poser les rovers sains et saufs sur Mars. À présent, leur rôle est terminé. Enfin, presque. La salle de presse a beau être bondée de journalistes impatients d'entendre les responsables de la NASA. Rien ne peut endiguer ce flot impétueux. Ces ingénieurs sont désormais les experts mondiaux de l'atterrissage sur Mars. Parmi eux, beaucoup travaillent déjà sur de futures missions. Mais celle-ci restera dans les annales. Toute l'équipe de l'EDL est d'accord avec moi. C'est l'expérience la plus fabuleuse de notre vie professionnelle. Et après, il y a l'angoisse de la séparation. Mais ce qui compte, c'est que rien n'égalera jamais ce que nous avons vécu. To the Mars Exploration Rover team, the best in the world. Cela fait maintenant plus de 30 ans que l'homme envoie des sondes vers Mars. Tournant autour de la planète rouge, elles ont révélé d'anciennes zones inondables et des lits de lacs et de rivières asséchés. Autant d'indices que, sur cette planète aujourd'hui glaciale et désertique, on trouvait autrefois de l'eau, ingrédient essentiel de la vie. Récemment, sur Terre, des scientifiques ont découvert des formes de vie dans des endroits les plus improbables. À des kilomètres sous terre, sous la glace de l'Antarctique, et même dans les eaux bouillantes qui entourent les volcans sous-marins. Dans ce dernier milieu, les formes de vie se nourrissent de l'énergie chimique du soufre au lieu de celle du Soleil. Partout où les scientifiques ont cherché, quand ils ont trouvé de l'eau liquide, ils ont trouvé de la vie. Il est donc permis de penser que s'il y a eu de l'eau sur Mars, il y a peut-être aussi eu de la vie. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé la moindre preuve. Pas plus qu'on a pu trouver la moindre trace d'humidité. On ne trouve pas la preuve qui devrait être là. On n'a pas trouvé les minéraux indiquant la présence abondante d'eau sur Mars il y a très longtemps. Et pourtant, il y a des canaux. C'est une contradiction qui entraîne une question. Que s'est-il passé sur cette planète pour qu'on n'ait qu'un seul bout de preuve? Dans l'espoir d'apporter une réponse, Spirit et Opportunity vont explorer des sites dont l'aspect laisse à penser qu'ils ont été en contact avec de l'eau. Pour Spirit, l'équipe scientifique a choisi le cratère de Gusev, peut-être l'ancienne cuvette d'un lac immense dans lequel débouche un chenal de la taille du Grand Canyon. Et de l'autre côté de Mars, les chercheurs ont opté pour Meridiani Planum, où un orbiteur a récemment détecté un minéral appelé hématite qui se forme parfois au contact de l'eau. C'est là qu'Opportunity vient juste de se poser. C'est la première fois dans l'histoire de l'exploration planétaire qu'à la surface d'une planète, une signature chimique ayant un lien potentiel avec l'eau était évidente. Les premières images sont époustouflantes. À quelques mètres à peine de l'atterrisseur, s'étend un affleurement rocheux, le premier jamais vu sur Mars. Pour les géologues, les affleurements rocheux sont précieux, car ils renferment de véritables archives sur les environnements passés. Lorsque l'image complète leur parvient enfin, les experts de la NASA s'aperçoivent qu'Opportunity a réussi un tour de force en se posant au beau milieu d'un cratère peu profond. On a eu une sacrée chance. On n'aurait pas pu viser mieux. On est pile dans le fond du cratère. Et tout le long des parois, il y a des roches apparentes
qu'on ne verrait pas autrement. Ce sont des affleurements magnifiques. Si on s'était posé dans une plaine, ces roches pourraient se trouver à 1 mètre sous les roues et on n'en saurait rien. Alors que là, on est en plein milieu. Cela fait des années que l'équipe scientifique prépare, répète et espère ce qui est en train de se passer. Sous la direction de Steve Squires, l'élite des géologues et des scientifiques planétaires s'apprête à explorer Mars comme jamais personne ne l'a fait jusqu'ici. Pour le moment, ils sont confrontés à une nouveauté. À première vue, la roche est constituée de fines strates. Celles-ci donnent à penser qu'il pourrait s'agir d'une roche sédimentaire, formée par l'accumulation de sable ou de boue sur le fond d'une ancienne mer. À moins qu'il ne s'agisse tout simplement de couches durcies de cendres volcaniques. Il y a des milliards d'années, les volcans ont recouvert une grande partie de Mars sous un tapis de lave et de cendres, et jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas vu grand-chose d'autre. La majeure partie de la roche martienne est d'origine volcanique. Mais ça, c'est autre chose. Une roche inhabituelle, du moins comparée à ce qu'on a pu voir partout ailleurs. La présence de ces couches peut s'expliquer, entre autres, par le fait qu'elles se sont formées dans l'eau liquide. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais nous venons de découvrir des archives qui vont répondre à cette question. Et nous disposons d'outils à bord du rover qui vont nous donner cette réponse. Une semaine plus tard, Opportunity quitte son atterrisseur. Les scientifiques sont à la recherche d'hématite, le minéral lié à la présence d'eau qui les a attirés dans cet endroit précis. Le spectromètre d'émission thermique, baptisé Minites, peut déterminer la composition minéralogique des roches selon la façon dont elles absorbent et irradient la chaleur. Cette image en fausse couleur montre une forte concentration d'hématite dans les zones en rouge et en orange, et une concentration faible dans celles en bleu et vert, les zones où il y en a le moins étant celles où les airbags ont laissé leur marque. Ensuite, la caméra microscopique montée sur le bras robotique permet de prendre une série de photos très rapprochées du sol, qui soulèvent de nouvelles interrogations. Le sol est jonché de sphérules de la taille de plomb de carabine. Le rover se rapproche de l'affleurement. Sur cette autre image, aux couleurs contrastées pour mieux distinguer les différents matériaux, on peut voir de nombreuses autres sphérules. De plus près, il apparaît qu'elles sont le fruit d'un phénomène d'érosion. Enchâssées dans l'affleurement, comme des myrtilles dans un muffin, on trouve ces petites choses sphériques. Elles sont toutes rondes, et on va essayer de comprendre d'où elles viennent. Dès le début de sa mission, Opportunity a donc découvert des indices. Mais des indices de quoi? Cela reste à voir. C'est comme un roman policier où on fournit des indices au lecteur. On essaye d'assembler le puzzle. Pour le moment, nous n'avons qu'une partie de l'histoire, et je n'ai aucune idée de la fin. De son côté, Spirit est prêt à se remettre au travail. Les ingénieurs ont fini par comprendre le problème. Sa mémoire flash était saturée. Opportunity peut remercier Spirit d'avoir identifié l'erreur, parce qu'une semaine plus tard, c'était son tour. Et on aurait eu sur les bras 2 rovers en panne pendant 15 sols. Une fois tout vérifié, ils effacent les dossiers inutiles et déclarent Spirit guéri, mettant l'incident sur le compte de douleurs de croissance. Spirit a toujours donné l'impression d'être un enfant à problème. C'est arrivé au moment précis où toute notre attention se portait sur Opportunity qui allait se poser. Un peu comme un frère jaloux qui ferait l'intéressant. Mais à présent que Spirit refonctionne, on s'aperçoit qu'il a été moins chanceux qu'Opportunity en ce qui concerne son site d'atterrissage. Si ce cratère est bien un ancien lac, les géologues devraient trouver les roches et minéraux qui se forment habituellement dans un environnement humide. Ils étudient donc un bloc rocheux et la terre près du site d'atterrissage.
Mais le sol s'avère être d'origine volcanique, et rien n'indique qu'il y ait jamais eu d'eau ici. Les indices qu'ils recherchent ont peut-être été enterrés, ou bien érodés, si tant est qu'ils aient jamais existé. Les roches que nous avons analysées sont d'origine basaltique, le type de lave le plus répandu. Pour moi qui m'intéresse aux laves, c'est parfait. Mais c'est une vraie déception pour la mission, puisqu'on cherche des indices prouvant qu'il s'agit du lit d'un ancien lac. Il y a 15 ans, Nathalie Cabrol a été parmi les premiers à suggérer que Gusev avait autrefois été un lac, et elle s'est battue pour que le cratère soit un des 2 sites d'atterrissage. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Simplement, ça ne saute pas aux yeux comme à Meridiani, où on a atterri juste devant un affleurement. Si les signes de la présence d'eau ont été recouverts, les géologues ont une chance d'en trouver dans les parois exposées d'un petit cratère dans le sol de Gusev. Mais ce cratère, baptisé Bonneville, est à 300 mètres du site d'atterrissage de Spirit. Bonneville pourrait nous donner un aperçu intéressant de ce qu'il y a sous nos pieds. Le trajet va prendre des semaines, mais c'est leur seule chance. On se raccroche vraiment à des fétus de paille. C'est un site difficile, plus dur à apprécier. Mais c'est ce que Mars nous a donné, alors... À Meridiani, par contre, l'équipe d'Opportunity est aux anges. Le rover a mis toute la semaine pour traverser l'affleurement, en voyant une mosaïque d'innombrables gros plans. Les scientifiques sélectionnent les zones à étudier. On a l'impression d'être revenu en première année de géologie. On examine les indices en se demandant qu'est-ce que ça peut bien être. Cette planète nous est étrangère. On ne sait pas ce qu'on va trouver quand on analysera ces roches de plus près. À chaque photo qui arrive, on espère découvrir enfin la clé du mystère. Si cet affleurement a été exposé à de l'eau liquide, la composition chimique de la roche en aura gardé des traces. C'est ce que cherche Opportunity. Chaque rover est équipé de 2 spectromètres sur son bras robotique. L'un identifie les minéraux contenant du fer, l'autre les éléments chimiques des matériaux. Les 2 spectromètres travaillent en bombardant leur cible de radiation et en analysant le signal renvoyé. En effet, chaque élément et chaque minéral a sa propre signature. Jusqu'à présent, les instruments ont détecté une grande quantité de soufre, élément chimique commun dans les gaz volcaniques. Combinés à l'eau, ces gaz peuvent se transformer en acide sulfurique, lequel est susceptible de réagir avec certaines roches pour produire des sulfates. Si la roche était riche en sulfate, cela prouverait donc la présence d'eau. Mais il se peut que le soufre détecté par les instruments ne forme qu'une mince couche à la surface. La seule façon de s'en assurer est de creuser. Pour cela, les rovers disposent d'un outil abrasif spécial, le RAT. Mais le responsable du RAT est inquiet. Avant l'atterrissage, je croyais qu'on avait pensé à peu près à tout ce que Mars nous réservait. Évidemment, je ne savais pas qu'on tomberait sur une roche qui cracherait des myrtilles. Je crains qu'on ne déloge une des sphérules et qu'elle rebondisse comme une boule de flipper entre le RAT et la surface de la roche. Ce qui pourrait générer un certain nombre de problèmes. Mais pour Steve Squires, ils sont sur la bonne piste. L'équipe de Steve Gorevan a passé des années à mettre le RAT au point. À présent, le succès de la mission en dépend. Pour la première intervention du RAT d'Opportunity, l'équipe scientifique sélectionne un secteur précis de l'affleurement, baptisé El Capitan. Steve Squires indique au pilote du rover la zone où ils veulent travailler.
Ensuite, le pilote entre une série de commandes pour expliquer au rover comment s'y rendre. Malgré les millions de kilomètres qui séparent Mars de la Terre, le véhicule s'arrête à quelques centimètres à peine de la zone désignée. Steve Gorevan, lui, redoute de tomber sur des myrtilles. Sur une image grandeur nature, il a choisi pour le RAT une zone apparemment dépourvue de sphérules. Mais quand arrivent les agrandissements, une mauvaise surprise l'attend. Il y a aussi des myrtilles. Look at this. You cannot see this berry in the place that we looked at. You just can't see it. You got it properly registered with the PanCam? You know where you are? I did not see those spherules in the PanCam. Steve, sit down with some PanCam images and get this stuff registered. You got to figure out where you are, man. I promise that's what Phil and Keel are doing. That's what we've been doing since I got here. But we can't find this. We're not at the edge. Well, it's obviously there. We'll solve it. Solve it. Solve it by the science. Hey, we get paid. You know, we'll solve it. Chaque nouvelle journée sur Mars apporte son lot de problèmes qu'il faut résoudre rapidement. Les rovers se réveillent tout seuls dès que le soleil alimente leurs panneaux solaires. À partir de là, ils sont prêts à recevoir leurs instructions quotidiennes. Mais étant situés chacun à un bout de la planète, l'un entame sa journée lorsque l'autre va se coucher. Les deux équipes de scientifiques et d'ingénieurs travaillent donc 24 heures d'affilée pour exploiter au maximum la période d'activité de chaque rover. Ce n'est pas là le seul problème. Sur Terre, la journée compte 24 heures. Mais un sol martien fait 24 heures et 40 minutes. Chaque jour, les rovers se réveillent donc 40 minutes plus tard que la veille, obligeant les équipes sur Terre à suivre le même rythme. Si la journée commence à 7h30 le lundi, le mardi ce sera à 8h10, le mercredi à 8h50, une semaine plus tard à 14h10, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde vive dans un décalage horaire permanent. Tous travaillent entre 4 murs, confondant le jour et la nuit, mangeant n'importe quand et se nourrissant principalement de glace. Ça ne va pas, c'est sûr. Ça ne va pas du tout. On fait une consommation excessive de petits gâteaux dans cette organisation. L'heure martienne est particulièrement néfaste pour la vie de famille. Cindy Oda fait partie de l'équipe des communications. Son mari, Jeff Baizadeki, est un des planificateurs du rover. Leur emploi du temps change tous les jours. Mais leurs deux petites filles de 3 et 5 ans doivent continuer à vivre à l'heure terrienne. On finit par s'y perdre. On passe notre temps à regarder le planning pour savoir à quelle heure on travaille, si on travaille en même temps, et comment coordonner tout ça avec l'emploi du temps de nos filles. Les déposer à l'école, aller les chercher, les emmener à la musique, à la piscine, à la danse. Si on n'était pas dépendant de l'heure terrienne, ce serait bien plus facile. La chose est encore plus compliquée pour ceux qui essaient de suivre les deux rovers. Les deux sont passionnants. J'aime bien passer de l'un à l'autre. Ça me demande vraiment un effort pour rentrer dormir chez moi ou pour manger. Je ne veux rien manquer. Si je rentrais chez moi pour une semaine, j'aurais peur qu'ils trouvent tout pendant mon absence. Chaque jour est une course pour absorber les informations qui arrivent et préparer les tâches qui seront assignées à chaque rover dès son réveil. Personne ne connaissant leur durée de vie, chaque minute compte. À Meridiani, le moment est venu de choisir la partie de roche à abraser sur El Capitan. Il faut qu'on se décide maintenant. Et quand je dis maintenant, il faut que ce soit fait d'ici 1 heure.
That's McKittrick. Finalement, l'équipe choisit une zone qui paraît sûre. Stay with me and do the uplink priority. Puis les ingénieurs élaborent une séquence point par point pour la meule du rat. Le plan est revu par l'équipe au grand complet, soucieuse de respecter l'équilibre entre les priorités scientifiques et les capacités du rover. À chaque nouvelle journée martienne qui passe, les mêmes procédures se répètent. Les ingénieurs traduisent le planning scientifique en une succession de commandes compréhensibles par le rover. Et quand Opportunity se réveille, la séquence est prête. Au centre de contrôle, on vérifie pour la dernière fois la position du rat avant de donner le feu vert au véhicule. Si le rat est mal positionné, il risque de mal fonctionner. C'est un travail d'orfèvre. Mais sur Terre, les techniciens ne voient qu'une image figée et une succession de chiffres sur un écran. Pour autant qu'il puisse en être sûr, le rat est prêt. Yes, I think we are. More definitive. We'll go to rat. Go to rat. I like that. Okay. You are clear to command. On my mark, 3, 2, 1, mark. The rat has been engaged. This is a childhood. C'est un rêve d'enfant de participer à une mission comme celle-ci. Un vrai rêve d'enfant. Et je me sens une grande responsabilité pour cette phase de la mission. Peu importe si on trouve des faillots là-dessous, je m'en fiche. L'important, c'est que cet engin fonctionne. Ce soir-là, Opportunity doit transmettre les images de son travail. Et quand elles arrivent, en direct de Mars, voici un gros plan à basse résolution du trou creusé par le rat. Oh, baby. Oh, yeah. I'll take it. Yes, you see that hole? I heard the fall. Oh, man. Oh, this is huge. This is huge. It's beautiful, man. You did it. Okay, well, next stop, Guadalupe. It's the most important hole we've ever dug. Désormais, les spectromètres ont une vue dégagée de l'intérieur de la roche. Leurs analyses confirmeront peut-être l'hypothèse de l'eau, mais il faudra attendre quelques sols pour le savoir. De son côté, Spirit se rapproche du petit cratère Bonneville. Jusque-là, rien ne prouve qu'il pourrait s'agir d'un ancien lac. Mais décidément, Mars est imprévisible. J'aime bien le site de Gusev. C'est le Mars prolétaire, comme 98% de la planète. On pensait découvrir un lac et en fait, on a trouvé de la lave, de la poussière, des cratères, des marques d'impact, le tout balayé par le vent depuis une éternité. C'est ça Mars, pour sa plus grande partie. Gusev, c'est le Mars populaire, techno en quelque sorte. Tout pourrait cependant changer lorsqu'ils verront ce qu'il y a au-delà du cratère de Bonneville. Ceux qui espéraient trouver des affleurements sont déçus quand les premières images arrivent. La vue qu'on a là ressemble furieusement à ce qu'on a déjà observé jusqu'ici. Have you seen anything that would pass for outcrop yet? It's an organized pile of rubble, as far as I can tell. On espérait trouver des stratifications, et en tout cas sur cette image, il n'y en a pas beaucoup. On continue quand même d'espérer qu'il y en a quelque part. Mais sur l'image haute résolution,
Le plus intéressant à Bonneville s'avère être les restes du bouclier thermite de Spirit, à l'autre bout du cratère. Le rover passera quelques sols à explorer le bord de la dépression. Mais à quoi bon risquer de s'enliser dans un trou dont il pourrait ne pas sortir? Les Columbia Hills sont une destination plus tentante. À 2,5 km à l'est, elles montrent des indices de roches stratifiées potentiellement intéressantes. Il faudra cependant 3 mois au rover pour les atteindre, une attente interminable pour les scientifiques. Déçu peut-être, mais pas au point d'oublier qu'il y a plein de choses à étudier autour de nous et que le meilleur reste à venir. À Meridiani, tout semble indiquer la présence d'eau. Mais les chercheurs doivent résister à la tentation de conclure sans preuve formelle. N'importe qui dans le monde peut voir ces données. En ce moment même, elles sont disponibles sur le web. Et un certain nombre de géologues du dimanche se demandent pourquoi on met tant de temps à comprendre ce qui est évident. Première chose, les myrtilles. La nature a plus d'un moyen pour arrondir les angles. Par exemple, un impact d'astéroïde ou une éruption volcanique pulvérise des roches en fusion qui se solidifient dans l'air en minuscules sphères avant de retomber sur le sol. Ça se passe comme ça. Elles retombent par terre et sont concentrées en une seule couche. Ici, ce n'est pas le cas, elles sont éparpillées. Il semble plus probable que les fameuses myrtilles sont des concrétions, des dépôts minéraux qui se sont formés dans des roches saturées d'eau, comme les perles dans les huîtres. Du moins, c'est à cela qu'elles ressemblent. Mais pour en être sûr, il faut connaître leur composition. Le champ des spectromètres est trop large pour mesurer une seule sphère. En se concentrant sur un amas constitué principalement de myrtilles, les scientifiques s'aperçoivent que la signature spectrale est celle de l'hématite. Or, ce minéral qui se forme en présence d'eau est justement ce qui les a attirés à Meridiani. Sur Terre, les concrétions d'hématite sont très courantes. Dans le sud de l'Utah, elles sont créées par l'érosion et recouvrent le sol exactement comme sur Mars. La présence d'hématite dans les myrtilles martiennes prouve bien qu'il s'agit de concrétions. À lui seul, cet élément tendrait à confirmer la présence d'eau. Mais à cela s'ajoute un argument décisif, les données spectrométriques tant attendues du trou creusé par le RAD sur El Capitan. La roche serait composée à 40% de sulfate de sel. La signification de ces données est évidente. La seule explication d'une telle quantité de sel à un endroit donné est la présence de sel dissous dans de l'eau qui, à un moment donné, s'est évaporée. Si on pouvait goûter la roche, elle serait salée. Elle est extrêmement riche en sel. On dirait ce que les géologues appellent des évaporites, qui se forment quand l'eau liquide, très riche en minéraux salés, s'évapore, ne laissant que les sels cristallisés, autrement dit des salants. C'est le cas du Grand Lac Salé et de tous les endroits où l'eau de mer s'est évaporée. On trouve ces immenses dépôts. Cette roche contient énormément de sulfate de sel, ce qui ne s'explique en gros que par la présence d'eau liquide à une certaine époque. Autre pièce du puzzle, familière à tous ceux qui se sont déjà promenés sur une plage à marée basse, les ondulations créées par le mouvement de l'eau sur du sable mou. Avec le temps, les sédiments ainsi façonnés finissent par se solidifier en ondulations rocheuses. L'eau a disparu, mais les ondulations sont toujours visibles sur les roches stratifiées de Meridiani. D'où venait cette eau? On l'ignore encore, mais plusieurs possibilités sont envisagées. Elle aurait pu provenir d'une nappe phréatique qui, en présence d'acide sulfurique, se serait infiltrée dans la roche en déposant certains éléments comme du fer et en créant une sorte de bouillon de sel dissous.
Par intermittence, l'eau aurait inondé la surface, formant des lacs ou des mers peu profonds. Puis, après un certain temps, les eaux se seraient évaporées, laissant derrière elles une croûte de sulfate. En se reproduisant de façon répétée, le phénomène aurait permis la formation d'un épais dépôt de roches salines. Les myrtilles d'hématite auraient poussé sur ces lits rocheux quand ils étaient saturés d'eau. Aujourd'hui, l'eau a disparu et la roche s'est peu à peu érodée, mais les myrtilles plus dures sont restées. Pour nous, serait composé à 40% de sulfate de sel. La signification de ces données est évidente. La seule explication d'une telle quantité de sel à un endroit donné est la présence de sel dissous dans de l'eau qui, à un moment donné, s'est évaporée. Si on pouvait goûter la roche, elle serait salée. Elle est extrêmement riche en sel. On dirait ce que les géologues appellent des évaporites, qui se forment quand l'eau liquide, très riche en minéraux salés, s'évapore, ne laissant que les sels cristallisés, autrement dit des salants. C'est le cas du Grand Lac Salé et de tous les endroits où l'eau de mer s'est évaporée. On trouve ces immenses dépôts. Cette roche contient énormément de sulfate de sel, ce qui ne s'explique en gros que par la présence d'eau liquide à une certaine époque. Autre pièce du puzzle, familière à tous ceux qui se sont déjà promenés sur une plage à marée basse, les ondulations créées par le mouvement de l'eau sur du sable mou. Avec le temps, les sédiments ainsi façonnés finissent par se solidifier en ondulations rocheuses. L'eau a disparu, mais les ondulations sont toujours visibles sur les roches stratifiées de Meridiani. D'où venait cette eau? On l'ignore encore, mais plusieurs possibilités sont envisagées. Elle aurait pu provenir d'une nappe phréatique qui, en présence d'acide sulfurique, se serait infiltrée dans la roche en déposant certains éléments comme du fer et en créant une sorte de bouillon de sel dissous. Par intermittence, l'eau aurait inondé la surface, formant des lacs ou des mers peu profonds. Puis, après un certain temps, les eaux se seraient évaporées, laissant derrière elles une croûte de sulfate. En se reproduisant de façon répétée, le phénomène aurait permis la formation d'un épais dépôt de roches salines. Les myrtilles d'hématite auraient poussé sur ces lits rocheux quand ils étaient saturés d'eau. Aujourd'hui, l'eau a disparu et la roche s'est peu à peu érodée, mais les myrtilles plus dures sont restées. Pour nous, on se trouve sur l'ancien rivage d'une mer salée. C'est super. Après 2 mois d'études et d'analyses, la NASA s'apprête à annoncer les premiers résultats de la mission. La première preuve de la présence d'eau liquide sur une autre planète. Opportunity's latest science returns from Mars have profound implications for future exploration. That's going to be the topic. L'homme s'est longtemps demandé s'il y avait jamais eu une forme de vie sur Mars. Aujourd'hui, il a découvert un endroit au moins où elle a pu exister. Nous savons qu'il y a eu de l'eau en surface, pas tout le temps, mais au moins pendant des milliers d'années. Et nous savons aussi qu'à la surface de la planète, il y avait une forte concentration en soufre. La vie est-elle possible dans un tel environnement sur Terre? Absolument. Sur Terre, certains microbes vivent dans l'acide sulfurique et de nombreuses espèces tirent leur énergie de composés sulfureux. S'il y a eu des formes de vie sur Mars il y a 3,5 milliards d'années, certaines ont sans doute pu s'adapter à l'environnement de Meridiani. Par contre, on ne sait toujours pas s'il y a bien eu des formes de vie. Si la réponse est oui, il y a des chances pour que les minéraux qui se sont formés à Meridiani en aient conservé des traces. Mais pour le savoir, il faudra peut-être des instruments plus sophistiqués que ceux envoyés jusqu'ici sur Mars. En 2013, la NASA espère pouvoir rapporter sur Terre quelques roches sélectionnées avec soin. D'ici là,
Une série de nouvelles missions permettra de faire le meilleur choix possible, le moment venu. L'idée est de comprendre Mars de façon à ne pas chercher dans une mauvaise direction. Si on extrapole ce qu'on a trouvé sur Meridiani à toute la planète, quels sont les autres endroits qui ressemblent à ça? Est-ce la zone idéale pour rechercher ces indices? Il y a peut-être de meilleurs endroits. Mais pour la première fois, on sait où on va. Les rovers ne devaient pas survivre plus de 90 jours martiens. Pourtant, des mois plus tard, ils travaillent encore. Quittant le cratère Eagle, Opportunity a envoyé ces images. Des milliards de myrtilles qui se sont formés dans des roches érodées depuis longtemps. À l'horizon se profile le bord d'un cratère beaucoup plus vaste, baptisé Endurance, où s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'eau dans la plaine de Meridiani. Mis à nu sur les parois de cette dépression de 130 mètres de diamètre, on distingue d'immenses affleurements stratifiés. Riches en sel comme dans le cratère Eagle, ces roches donnent un aperçu beaucoup plus profond des archives martiennes. Il y a des mètres de sulfate ici. Autrement dit, beaucoup d'eau a dû s'évaporer pour en laisser une telle quantité. Beaucoup plus que nous le pensions. Finalement, Opportunity passera 6 mois dans le cratère Endurance à analyser les détails de l'histoire de l'eau à Meridiani. Histoire qui pourrait s'étendre sur des centaines de milliers, voire des millions d'années. De son côté, Spirit, le voyageur au long cours, n'a pas chômé. Sol 156, il arrive au pied des Columbia Hills. 70 mètres plus haut se trouve un affleurement, le premier dans le cratère de Gusev. Mais l'ascension risque d'être difficile. Le rover est épuisé. Il a parcouru 3 km, il est couvert de poussière. Sa roue avant droite est grippée. S'il était plus reposé, l'ascension ne poserait pas de problème. Mais dans son état, il aura du mal. Un mois plus tard, pourtant, Spirit déjoue les pronostics en devenant le premier alpiniste de Mars. Et il est récompensé de sa peine. Les images orbitales suggèrent que cet affleurement est plus ancien que le cratère de Gusev et peut-être plus ancien que le lac qu'il a pu contenir. Les instruments ont détecté de la goethite, un minéral ferreux qui se forme uniquement en présence d'eau. C'est une découverte différente de ce que Spirit cherchait. Dans tous les cas, elle apporte une dimension nouvelle à notre portrait de la planète rouge. À Gusev, on a deux tableaux très opposés. Les roches des Columbia Hills nous apprennent des choses sur les événements très anciens de l'histoire martienne. Mais elles nous racontent aussi qu'au cours des 3 derniers milliards d'années, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a fait froid, il a fait sec et tout était calme. Chose extraordinaire, Meridiani comble l'intervalle entre ces deux périodes. Ainsi, Mars ne se résume pas à cet endroit ou à l'autre. Les deux nous montrent ce qu'a été la planète à différents moments de son histoire. À mesure que l'hiver martien approche, les jours raccourcissent. L'énergie solaire est moins forte et les rovers fonctionnent au ralenti. Personne ne peut dire combien de temps encore ils vont survivre. On sera tous très malheureux quand ils ne seront plus là. Mais ils auront une mort honorable. Regardez ce qu'ils ont déjà accompli. Ça dépasse de loin tout ce qu'on attendait d'eux. Ce sera dur, mais nous pourrons être fiers de ce qu'ils auront fait. Si la vie a pu s'implanter sur Mars comme elle l'a fait sur Terre il y a si longtemps, il y a des chances pour qu'elle soit apparue ailleurs aussi. Spirit et Opportunity ont ouvert nos yeux sur un monde nouveau, apportant un petit élément de réponse à la grande question.
sommes-nous seuls dans l'univers? Un vrai rêve d'enfant. Et je me sens une grande responsabilité pour cette phase de la mission. Peu importe si on trouve des faillots là-dessous, je m'en fiche. L'important, c'est que cet engin fonctionne. Ce soir-là, Opportunity doit transmettre les images de son travail. Et quand elles arrivent, en direct de Mars, voici un gros plan à basse résolution du trou creusé par le rat. Oh, baby. Oh, yeah. I'll take it. Yes, you see that hole? I heard the bomb. Oh, man. Oh, this is huge. This is huge. It's beautiful, man. You did it. Okay, well, next stop, Guadalupe. It's the most important hole we've ever dug. Désormais, les spectromètres ont une vue dégagée de l'intérieur de la roche. Leurs analyses confirmeront peut-être l'hypothèse de l'eau, mais il faudra attendre quelques sols pour le savoir. De son côté, Spirit se rapproche du petit cratère Bonneville. Jusque-là, rien ne prouve qu'il pourrait s'agir d'un ancien lac. Mais décidément, Mars est imprévisible. J'aime bien le site de Gusev. C'est le Mars prolétaire, comme 98% de la planète. On pensait découvrir un lac et en fait, on a trouvé de la lave, de la poussière, des cratères, des marques d'impact, le tout balayé par le vent depuis une éternité. C'est ça Mars, pour sa plus grande partie. Gusev, c'est le Mars populaire, techno en quelque sorte. Tout pourrait cependant changer lorsqu'ils verront ce qu'il y a au-delà du cratère de Bonneville. Ceux qui espéraient trouver des affleurements sont déçus quand les premières images arrivent. La vue qu'on a là ressemble furieusement à ce qu'on a déjà observé jusqu'ici. Have you seen anything that would pass for outcrop yet? It's an organized pile of rubble, as far as I can tell. On espérait trouver des stratifications, et en tout cas sur cette image, il n'y en a pas beaucoup. On continue quand même d'espérer qu'il y en a quelque part. Mais sur l'image haute résolution, le plus intéressant à Bonneville s'avère être les restes du bouclier thermite de Spirit à l'autre bout du cratère. Le rover passera quelques sols à explorer le bord de la dépression. Mais à quoi bon risquer de s'enliser dans un trou dont il pourrait ne pas sortir? Les Columbia Hills sont une destination plus tentante. À 2,5 km à l'est, elles montrent des indices de roches stratifiées potentiellement intéressantes. Il faudra cependant 3 mois au rover pour les atteindre, une attente interminable pour les scientifiques. Déçu peut-être, mais pas au point d'oublier qu'il y a plein de choses à étudier autour de nous et que le meilleur reste à venir. À Meridiani, tout semble indiquer la présence d'eau. Mais les chercheurs doivent résister à la tentation de conclure sans preuve formelle. N'importe qui dans le monde peut voir ces données. En ce moment même, elles sont disponibles sur le web.
Et un certain nombre de géologues du dimanche se demandent pourquoi on met tant de temps à comprendre ce qui est évident. Première chose, les myrtilles. La nature a plus d'un moyen pour arrondir les angles. Par exemple, un impact d'astéroïde ou une éruption volcanique pulvérise des roches en fusion qui se solidifient dans l'air en minuscules sphères avant de retomber sur le sol. Ça se passe comme ça. Elles retombent par terre et sont concentrées en une seule couche. Ici, ce n'est pas le cas, elles sont éparpillées. Il semble plus probable que les fameuses myrtilles sont des concrétions, des dépôts minéraux qui se sont formés dans des roches saturées d'eau, comme les perles dans les huîtres. Du moins, c'est à cela qu'elles ressemblent. Mais pour en être sûr, il faut connaître leur composition. Le champ des spectromètres est trop large pour mesurer une seule sphère. En se concentrant sur un amas constitué principalement de myrtilles, les scientifiques s'aperçoivent que la signature spectrale est celle de l'hématite. Or, ce minéral qui se forme en présence d'eau est justement ce qui les a attirés à Meridiani. Sur Terre, les concrétions d'hématite sont très courantes. Dans le sud de l'Utah, elles sont créées par l'érosion et recouvrent le sol exactement comme sur Mars. La présence d'hématite dans les myrtilles martiennes prouve bien qu'il s'agit de concrétions. À lui seul, cet élément tendrait à confirmer la présence d'eau. Mais à cela s'ajoute un argument décisif, les données spectrométriques tant attendues du trou creusé par le RAD sur El Capitan. La roche serait composée à 40% de sulfate de sel. La signification de ces données est évidente. La seule explication d'une telle quantité de sel à un endroit donné est la présence de sel dissous dans de l'eau qui, à un moment donné, s'est évaporée. Si on pouvait goûter la roche, elle serait salée. Elle est extrêmement riche en sel. On dirait ce que les géologues appellent des évaporites, qui se forment quand l'eau liquide, très riche en minéraux salés, s'évapore, ne laissant que les sels cristallisés, autrement dit des salants. C'est le cas du Grand Lac Salé et de tous les endroits où l'eau de mer s'est évaporée. On trouve ces immenses dépôts. Cette roche contient énormément de sulfate de sel, ce qui ne s'explique en gros que par la présence d'eau liquide à une certaine époque. Autre pièce du puzzle, familière à tous ceux qui se sont déjà promenés sur une plage à marée basse, les ondulations créées par le mouvement de l'eau sur du sable mou. Avec le temps, les sédiments ainsi façonnés finissent par se solidifier en ondulations rocheuses. L'eau a disparu, mais les ondulations sont toujours visibles sur les roches stratifiées de Meridiani. D'où venait cette eau? On l'ignore encore, mais plusieurs possibilités sont envisagées. Elle aurait pu provenir d'une nappe phréatique qui, en présence d'acide sulfurique, se serait infiltrée dans la roche en déposant certains éléments comme du fer et en créant une sorte de bouillon de sel dissous. Par intermittence, l'eau aurait inondé la surface, formant des lacs ou des mers peu profonds. Puis, après un certain temps, les eaux se seraient évaporées, laissant derrière elles une croûte de sulfate. En se reproduisant de façon répétée, le phénomène aurait permis la formation d'un épais dépôt de roches salines. Les myrtilles d'hématite auraient poussé sur ces lits rocheux quand ils étaient saturés d'eau. Aujourd'hui, l'eau a disparu et la roche s'est peu à peu érodée, mais les myrtilles plus dures sont restées. Pour nous, on se trouve sur l'ancien rivage d'une mer salée. C'est super. Après 2 mois d'études et d'analyses, la NASA s'apprête à annoncer les premiers résultats de la mission. La première preuve de la présence d'eau liquide sur une autre planète. Opportunity's latest science returns from Mars have profound implications for future exploration. And that's going to be the topic. L'homme s'est longtemps demandé s'il y avait jamais eu une forme de vie sur Mars. Aujourd'hui,
il a découvert un endroit au moins où elle a pu exister. Nous savons qu'il y a eu de l'eau en surface, pas tout le temps. Identifie les minéraux contenant du fer, l'autre les éléments chimiques des matériaux. Les deux spectromètres travaillent en bombardant leur cible de radiation et en analysant le signal renvoyé. En effet, chaque élément et chaque minéral a sa propre signature. Jusqu'à présent, les instruments ont détecté une grande quantité de soufre, élément chimique commun dans les gaz volcaniques. Combinés à l'eau, ces gaz peuvent se transformer en acide sulfurique, lequel est susceptible de réagir avec certaines roches pour produire des sulfates. Si la roche était riche en sulfate, cela prouverait donc la présence d'eau. Mais il se peut que le soufre détecté par les instruments ne forme qu'une mince couche à la surface. La seule façon de s'en assurer est de creuser. Pour cela, les rovers disposent d'un outil abrasif spécial, le RAT. Mais le responsable du RAT est inquiet. Avant l'atterrissage, je croyais qu'on avait pensé à peu près à tout ce que Mars nous réservait. Évidemment, je ne savais pas qu'on tomberait sur une roche qui cracherait des myrtilles. Je crains qu'on ne déloge une des sphérules et qu'elle rebondisse comme une boule de flipper entre le RAT et la surface de la roche. Ce qui pourrait générer un certain nombre de problèmes. Mais pour Steve Squires, ils sont sur la bonne piste. L'équipe de Steve Gorevan a passé des années à mettre le RAT au point. À présent, le succès de la mission en dépend. Pour la première intervention du RAT d'Opportunity, l'équipe scientifique sélectionne un secteur précis de l'affleurement, baptisé El Capitan. Steve Squires indique au pilote du rover la zone où ils veulent travailler. Ensuite, le pilote entre une série de commandes pour expliquer au rover comment s'y rendre. Malgré les millions de kilomètres qui séparent Mars de la Terre, le véhicule s'arrête à quelques centimètres à peine de la zone désignée. Steve Gorevan, lui, redoute de tomber sur des myrtilles. Sur une image grandeur nature, il a choisi pour le RAT une zone apparemment dépourvue de sphérules. Mais quand arrivent les agrandissements, une mauvaise surprise l'attend. Il y a aussi des myrtilles. Look at this. You cannot see this berry in the place that we looked at. You just can't see it. You got it properly registered with the PanCam? You know where you are? I did not see those spherules in the PanCam. Steve, sit down with some PanCam images and get this stuff registered. You got to figure out where you are, man. I promise that's what Phil and Keel are doing. That's what we've been doing since I got here. But we can't find this. We're not at the edge. Well, it's obviously there. We'll solve it. Solve it. Solve it by the science. Hey, we get paid. You know, we'll solve it. Chaque nouvelle journée sur Mars apporte son lot de problèmes qu'il faut résoudre rapidement. Les rovers se réveillent tout seuls dès que le soleil alimente leurs panneaux solaires. À partir de là, ils sont prêts à recevoir leurs instructions quotidiennes. Mais étant situés chacun à un bout de la planète, l'un entame sa journée lorsque l'autre va se coucher. Les deux équipes de scientifiques et d'ingénieurs travaillent donc 24 heures d'affilée pour exploiter au maximum la période d'activité de chaque rover. Ce n'est pas là le seul problème. Sur Terre, la journée compte 24 heures. Mais un sol martien fait 24 heures et 40 minutes. Chaque jour, les rovers se réveillent donc 40 minutes plus tard que la veille, obligeant les équipes sur Terre à suivre le même rythme. Si la journée commence à 7h30 le lundi, le mardi ce sera à 8h10, le mercredi à 8h50, une semaine plus tard à 14h10.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde vive dans un décalage horaire permanent. Tous travaillent entre 4 murs, confondant le jour et la nuit, mangeant n'importe quand et se nourrissant principalement de glace. Ça ne va pas, c'est sûr. Ça ne va pas du tout. On fait une consommation excessive de petits gâteaux dans cette organisation. L'heure martienne est particulièrement néfaste pour la vie de famille. Cindy Oda fait partie de l'équipe des communications. Son mari, Jeff Baizadeki, est un des planificateurs du rover. Leur emploi du temps change tous les jours. Mais leurs 2 petites filles de 3 et 5 ans doivent continuer à vivre à l'heure terrienne. On finit par s'y perdre. On passe notre temps à regarder le planning pour savoir à quelle heure on travaille, si on travaille en même temps, et comment coordonner tout ça avec l'emploi du temps de nos filles. Les déposer à l'école, aller les chercher, les emmener à la musique, à la piscine, à la danse. Si on n'était pas dépendant de l'heure terrienne, ce serait bien plus facile. La chose est encore plus compliquée pour ceux qui essaient de suivre les 2 rovers. Les 2 sont passionnants. J'aime bien passer de l'un à l'autre. Ça me demande vraiment un effort pour rentrer dormir chez moi ou pour manger. Je ne veux rien manquer. Si je rentrais chez moi pour une semaine, j'aurais peur qu'ils trouvent tout pendant mon absence. Chaque jour est une course pour absorber les informations qui arrivent et préparer les tâches qui seront assignées à chaque rover dès son réveil. Personne ne connaissant leur durée de vie, chaque minute compte. À Meridiani, le moment est venu de choisir la partie de roche à abraser sur El Capitan. Il faut qu'on se décide maintenant. Et quand je dis maintenant, il faut que ce soit fait d'ici 1 heure. Finalement, l'équipe choisit une zone qui paraît sûre. Puis les ingénieurs élaborent une séquence point par point pour la meule du rat. Le plan est revu par l'équipe au grand complet, soucieuse de respecter l'équilibre entre les priorités scientifiques et les capacités du rover. À chaque nouvelle journée martienne qui passe, les mêmes procédures se répètent. Les ingénieurs traduisent le planning scientifique en une succession de commandes compréhensibles par le rover. Et quand Opportunity se réveille, la séquence est prête. Au centre de contrôle, on vérifie pour la dernière fois la position du rat avant de donner le feu vert au véhicule. Si le rat est mal positionné, il risque de mal fonctionner. C'est un travail d'orfèvre. Mais sur Terre, les techniciens ne voient qu'une image figée et une succession de chiffres sur un écran. Pour autant qu'il puisse en être sûr, le rat est prêt. Yes, I think we are. More definitive. We'll go to rat. Go to rat. I like that. Okay. You are clear to command. On my mark, 3, 2, 1, mark. The rat has been engaged. C'est un rêve d'enfant de participer à une mission comme celle-ci. Ancienne cuvette d'un lac immense dans lequel débouche un chenal de la taille du Grand Canyon. Et de l'autre côté de Mars, les chercheurs ont opté pour Meridiani Planum, où un orbiteur a récemment détecté un minéral appelé hématite qui se forme parfois au contact de l'eau. C'est là qu'Opportunity vient juste de se poser. C'est la première fois dans l'histoire de l'exploration planétaire qu'à la surface d'une planète, une signature chimique ayant un lien potentiel avec l'eau était évidente.
Les premières images sont époustouflantes. À quelques mètres à peine de l'atterrisseur, s'étend un affleurement rocheux, le premier jamais vu sur Mars. Pour les géologues, les affleurements rocheux sont précieux, car ils renferment de véritables archives sur les environnements passés. This is the sweetest spot I've ever seen. That outcrop in the distance is just out of this world. I can't wait to get there. I got nothing else to say, I just want to look. Lorsque l'image complète leur parvient enfin, les experts de la NASA s'aperçoivent qu'Opportunity a réussi un tour de force en se posant au beau milieu d'un cratère peu profond. On a eu une sacrée chance. On n'aurait pas pu viser mieux. On est pile dans le fond du cratère. Et tout le long des parois, il y a des roches apparentes qu'on ne verrait pas autrement. Ce sont des affleurements magnifiques. Si on s'était posé dans une plaine, ces roches pourraient se trouver à 1 mètre sous les roues et on n'en saurait rien. Alors que là, on est en plein milieu. Cela fait des années que l'équipe scientifique prépare, répète et espère ce qui est en train de se passer. Sous la direction de Steve Squires, l'élite des géologues et des scientifiques planétaires s'apprête à explorer Mars comme jamais personne ne l'a fait jusqu'ici. Pour le moment, ils sont confrontés à une nouveauté. À première vue, la roche est constituée de fines strates. Celles-ci donnent à penser qu'il pourrait s'agir d'une roche sédimentaire, formée par l'accumulation de sable ou de boue sur le fond d'une ancienne mer. À moins qu'il ne s'agisse tout simplement de couches durcies de cendres volcaniques. Il y a des milliards d'années, les volcans ont recouvert une grande partie de Mars sous un tapis de lave et de cendres, et jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas vu grand-chose d'autre. La majeure partie de la roche martienne est d'origine volcanique. Mais ça, c'est autre chose. Une roche inhabituelle, du moins comparée à ce qu'on a pu voir partout ailleurs. La présence de ces couches peut s'expliquer, entre autres, par le fait qu'elles se sont formées dans l'eau liquide. On ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais nous venons de découvrir des archives qui vont répondre à cette question. Et nous disposons d'outils à bord du rover qui vont nous donner cette réponse. Une semaine plus tard, Opportunity quitte son atterrisseur. Les scientifiques sont à la recherche d'hématite, le minéral lié à la présence d'eau qui les a attirés dans cet endroit précis. Le spectromètre d'émission thermique, baptisé Minites, peut déterminer la composition minéralogique des roches selon la façon dont elles absorbent et irradient la chaleur. Cette image en fausse couleur montre une forte concentration d'hématite dans les zones en rouge et en orange, et une concentration faible dans celles en bleu et vert, les zones où il y en a le moins étant celles où les airbags ont laissé leur marque. Ensuite, la caméra microscopique montée sur le bras robotique permet de prendre une série de photos très rapprochées du sol, qui soulèvent de nouvelles interrogations. Le sol est jonché de sphérules de la taille de plomb de carabine. Le rover se rapproche de l'affleurement. Sur cette autre image, aux couleurs contrastées pour mieux distinguer les différents matériaux, on peut voir de nombreuses autres sphérules. De plus près, il apparaît qu'elles sont le fruit d'un phénomène d'érosion. Enchâssées dans l'affleurement, comme des myrtilles dans un muffin, on trouve ces petites choses sphériques. Elles sont toutes rondes, et on va essayer de comprendre d'où elles viennent. Dès le début de sa mission, Opportunity a donc découvert des indices. Mais des indices de quoi? Cela reste à voir. C'est comme un roman policier où on fournit des indices au lecteur. On essaye d'assembler le puzzle. Pour le moment, nous n'avons qu'une partie de l'histoire, et je n'ai aucune idée de la fin.
De son côté, Spirit est prêt à se remettre au travail. Les ingénieurs ont fini par comprendre le problème. Sa mémoire flash était saturée. Opportunity peut remercier Spirit d'avoir identifié l'erreur, parce qu'une semaine plus tard, c'était son tour. Et on aurait eu sur les bras 2 rovers en panne pendant 15 sols. Une fois tout vérifié, ils effacent les dossiers inutiles et déclarent Spirit guéri, mettant l'incident sur le compte de douleur de croissance. Spirit a toujours donné l'impression d'être un enfant à problème. C'est arrivé au moment précis où toute notre attention se portait sur Opportunity qui allait se poser. Un peu comme un frère jaloux qui ferait l'intéressant. Mais à présent que Spirit refonctionne, on s'aperçoit qu'il a été moins chanceux qu'Opportunity en ce qui concerne son site d'atterrissage. Si ce cratère est bien un ancien lac, les géologues devraient trouver les roches et minéraux qui se forment habituellement dans un environnement humide. Ils étudient donc un bloc rocheux et la terre près du site d'atterrissage. Mais le sol s'avère être d'origine volcanique et rien n'indique qu'il y ait jamais eu d'eau ici. Les indices qu'ils recherchent ont peut-être été enterrés ou bien érodés, si tant est qu'ils aient jamais existé. Les roches que nous avons analysées sont d'origine basaltique, le type de lave le plus répandu. Pour moi qui m'intéresse aux laves, c'est parfait. Mais c'est une vraie déception pour la mission, puisqu'on cherche des indices prouvant qu'il s'agit du lit d'un ancien lac. Il y a 15 ans, Nathalie Cabrol a été parmi les premiers à suggérer que Gusev avait autrefois été un lac. Et elle s'est battue pour que le cratère soit un des 2 sites d'atterrissage. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Simplement, ça ne saute pas aux yeux comme à Meridiani, où on a atterri juste devant un affleurement. Si les signes de la présence d'eau ont été recouverts, les géologues ont une chance d'en trouver dans les parois exposées d'un petit cratère dans le sol de Gusev. Mais ce cratère, baptisé Bonneville, est à 300 mètres du site d'atterrissage de Spirit. Bonneville pourrait nous donner un aperçu intéressant de ce qu'il y a sous nos pieds. Le trajet va prendre des semaines, mais c'est leur seule chance. On se raccroche vraiment à des fétus de paille. C'est un site difficile, plus dur à apprécier. Mais c'est ce que Mars nous a donné, alors... À Meridiani, par contre, l'équipe d'Opportunity est aux anges. Le rover a mis toute la semaine pour traverser l'affleurement, en voyant une mosaïque d'innombrables gros plans. Les scientifiques sélectionnent les zones à étudier. On a l'impression d'être revenu en première année de géologie. On examine les indices en se demandant qu'est-ce que ça peut bien être. Cette planète nous est étrangère. On ne sait pas ce qu'on va trouver quand on analysera ces roches de plus près. À chaque photo qui arrive, on espère découvrir enfin la clé du mystère. Si cet affleurement a été exposé à de l'eau liquide, la composition chimique de la roche en aura gardé des traces. C'est ce que cherche Opportunity. Chaque rover est équipé de 2 spectromètres sur son bras robotique. L'un identifie. À plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, un intrépide voyageur envoie ses premières photos à ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. Cela fait des années qu'ils attendaient ça. Leur bébé, le rover Spirit, vient de se poser sans encombre sur Mars. Et son petit frère, Opportunity, lancé 3 semaines plus tard, le rejoindra bientôt. This is a big night for NASA. We're back. Les 2 robots ont été envoyés sur Mars pour répondre à une question qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Y a-t-il jamais eu des formes de vie sur cette planète? Y a-t-il jamais eu d'eau liquide, indispensable à la vie? C'est une planète compliquée. On s'est souvent trompé à son sujet. On peut s'attendre à d'autres surprises. En pénétrant dans les coulisses de cette expédition sur Mars, vous découvrirez des lieux que personne n'a encore jamais vus. Et vous en saurez davantage sur les secrets d'une planète qui a été fatale à plus de la moitié des missions la concernant.
et a bien manqué de faire échouer celle-ci avant même qu'elle ne commence. 2 semaines après s'être posé, Spirit s'apprête à examiner pour la première fois une roche martienne. Tout semble fonctionner parfaitement. Quand soudain, c'est le silence. Brusquement, la fête s'interrompt. Pour l'instant, on ne sait pas si ça vient d'une erreur de notre part, d'une faiblesse de conception dont on ne s'est pas rendu compte. Est-ce dû à une panne du matériel? Quelque chose de cassé? Est-ce la main de Dieu? Ça pourrait être n'importe quoi. Pendant ce temps, Opportunity, le jumeau de Spirit, approche de sa destination. Chaque phase d'entrée, de descente et d'atterrissage est une expérience dont l'issue est incertaine. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Je n'arrêtais pas de penser qu'on ne pouvait pas se permettre une nouvelle catastrophe. Avoir connu des moments aussi intenses et ensuite tout perdre. L'enjeu est critique. 4 années de travail, un budget de 850 millions de dollars, des carrières, des réputations et l'avenir même de l'exploration planétaire. Bienvenue sur Mars. Le rover Spirit se trouve à 200 millions de kilomètres de chez lui. Est-il vivant? Est-il mort? Personne ne le sait. Au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les contrôleurs ont perdu le contact avec leur bébé de 400 millions de dollars. Spirit s'apprêtait à faire ses premiers relevés d'une roche martienne lorsque le signal s'est interrompu. Quelques heures plus tard, ils ont entendu 2 bips en réponse à leur question « Es-tu vivant ?» C'était hier. Mais aujourd'hui, c'est le silence. Jusque-là, ils ignorent toujours ce qui ne va pas. Leur seule certitude est que leur rover est très loin de chez lui et malade. Quand on a reçu ces images, on a vraiment eu l'impression d'y être, de se balader dans le désert par une journée d'été. Et puis, quand le véhicule a cessé de nous parler, on a brusquement pleinement ressenti la distance entre la Terre et Mars. Et c'était terrifiant de se dire que ce lien ténu qu'on croyait si solide s'était brisé. Jusque-là, la mission avait été un triomphe pour la NASA et le Jet Propulsion Laboratory, où les rovers avaient été construits. Pendant plus de 2 semaines, tout avait marché comme prévu. Vedette internationale, Spirit faisait l'actualité presque tous les jours. Une fois la phase dangereuse de l'atterrissage terminée, la séquence la plus délicate est la descente de la rampe de l'atterrisseur. Le rover s'est déployé complètement, prêt à partir. C'est là qu'on lui a donné l'ordre de faire son premier pas. À ce stade-là, un plantage aurait été une véritable catastrophe. L'idéal serait d'avancer tout droit. L'ennui est qu'une partie de l'airbag gêne la progression. Craignant que Spirit ne se coince dedans, les ingénieurs décident d'utiliser le rover d'essai et lui font répéter une manœuvre délicate. Un demi-tour sur l'atterrisseur pour qu'il reparte dans une autre direction. C'est comme un premier enfant. La première fois, on est très attentif, on est inquiet pour tout. Parce qu'on sait que le monde a les yeux braqués sur vous. Pour Spirit, ça a été une période difficile. On n'a pas dormi beaucoup. Charlie Tango, _Romeo, 2196.alpha.00. Le moment est enfin venu pour le rover de fouler le sol martien. Is the most significant 3-meter drive.
In recording history. On my mark. 3, 2, 1, mark. On appuie sur un bouton pour lui faire faire un trajet de 3 mètres, puis on attend de voir. C'est très stressant. 90 minutes plus tard, Spirit envoie une image du nid enfin vide. Les 6 roues sont posées sur le sol martien. La phase la plus dangereuse de la mission est terminée. Spirit va pouvoir entamer sa mission d'exploration, ce que tout le monde attend depuis longtemps. Et c'est là que, brusquement, il s'arrête de parler. They did not see any sign of signal from the lead. We didn't see anything. Okay, copy that. The next day, Le lendemain, comme on ne recevait toujours rien, certains ont commencé à se dire « Si ça se trouve, ce machin ne fonctionnera pas ». Et puis, au moment où on s'y attendait le moins, il s'est mis à envoyer des données. Flight station reported that they're seeing signal at 143536 on all the downlink channels. Grading is, let's see if we can look up to it. We got what appeared to be, On a eu ce qui ressemblait à un des messages qu'on attendait tant. but as we went through it, and with the crowd of Mais people around à mesure qu'on le déchiffrait avec tout le monde autour de nous, on s'est rendu compte que c'était du charabia. piece of garbage data. We're going to look at some more, but it doesn't look promising. Certains pensent c'est toujours mieux que rien. Je me suis dit, au moins il essaie. On a une chance. Tracy Nielsen est responsable de la prévention des défaillances. Elle a participé à la conception de systèmes qui font passer le rover en mode sans échec en cas de problème. Au JPL, on construit des machines robustes, des systèmes anti-erreurs, des systèmes capables de maintenir le véhicule en vie, autant de choses qui font gagner du temps et permettent à des ingénieurs très futés d'analyser toutes les données et de trouver l'erreur. Plusieurs théories sont émises, mais en l'absence de données émanant de Spirit, les experts ne peuvent diagnostiquer l'origine de la panne. Copy that, just want to understand, thank you. C'était une pression énorme. On veut des réponses tout de suite. 24 heures sur 24, on nous demandait qu'est-ce qui se passe, mais on n'en savait rien. 1 heure plus tard, il tente de nouveau de faire parler Spirit. Et là, il nous a répondu, c'était super. Tout avait l'air de se dérouler parfaitement, on était ravis. Et 1 minute plus tard, il nous a transmis la même donnée. Puis la même de nouveau. Puis la même de nouveau. Puis la même de nouveau. On se serait cru dans le film Un jour sans fin. Et d'un seul coup, plus de signal. Au moment où Spirit semble avoir complètement perdu la tête, il rappelle, transmettant enfin des informations utiles. Son ordinateur a tenté de se réinitialiser 66 fois au cours des 2 derniers jours. Sur Terre, quand un ordinateur tombe en panne, il suffit d'appuyer sur le bouton Reset. Mais dans le cas de Spirit, il n'y a personne pour appuyer sur le bouton. Le robot est donc programmé pour se réinitialiser tout seul. C'est exactement ce qu'il a fait encore et encore pendant 48 heures, sans passer en veille la nuit pour économiser ses batteries. Alors qu'il aurait dû dormir, il était complètement réveillé, à fabriquer on ne sait quoi toute la nuit. Pendant ce temps, son système d'accumulateur s'épuisait de plus en plus, parce que le véhicule n'a pas été conçu pour faire ce qu'il faisait à ce moment-là. Les ingénieurs lui envoient la commande de se mettre en veille, mais en vain. Je n'étais pas sûr qu'on réussisse. On n'arrivait pas à reprendre le contrôle et ses accus se vidaient. On risquait de le perdre. Alors que la nuit tombe, le rover fou est toujours bien réveillé. Normalement, le système anti-défaillance devrait le mettre en veille avant que les accumulateurs ne soient endommagés, mais rien ne dit qu'il fonctionne dans ces conditions. Spirit se trouvant sur la face cachée de Mars, le prochain contact n'aura lieu que dans 19 heures, si tant est qu'il soit encore en vie.
Au JPL, tous travaillent d'arrache-pied pour trouver le lien entre les différents problèmes identifiés. Tout le monde est épuisé. On fait livrer des pizzas. À un moment, j'ai passé 27 heures d'affilée au boulot. Il y a toujours quelque chose à chercher, à vérifier. Et même quand on rentre chez soi, on n'arrive pas à dormir. Tracy Nilsson passe la nuit à faire des simulations sur le rover d'essai, cherchant à reproduire le comportement déroutant de Spirit. Dans le même temps, le reste de l'équipe suit d'autres pistes. Au petit matin, ils ont un suspect, la mémoire flash de Spirit, l'équivalent d'un disque dur où l'ordinateur stocke des données, même quand l'alimentation est coupée. On avait vu durant les tests qu'il existait un moyen d'isoler la mémoire flash et de la mettre momentanément hors jeu. Ignorant toujours si Spirit est encore en vie, les ingénieurs le reprogramment de façon qu'il redémarre sans utiliser sa mémoire flash. Rien ne se passe. Et pour cause, Spirit s'est endormi. Le système anti-défaillance a fonctionné et l'a débranché pendant la nuit, lui sauvant ainsi la vie. Un peu plus tard, Spirit se réveille et reçoit la commande. Ça a marché. Mais privé de sa mémoire flash, Spirit ne peut pas faire grand-chose. En outre, les ingénieurs ne connaissent toujours pas la cause du problème. On n'est pas sorti de l'auberge, loin s'en faut. Ça va nous prendre un certain temps avant de pouvoir le refaire travailler. Mais on peut communiquer avec lui, et il nous répond correctement. Il a retrouvé toute sa tête, et ça fait plaisir. Il était temps. Opportunity doit se poser sur Mars dans à peine quelques heures. Samedi 24 janvier au soir. C'est l'heure H au JPL. À 20h59, Opportunity entame sa plongée vers la surface de la planète rouge. Mais la panne de Spirit a rappelé à tout le monde qu'un incident est toujours possible. L'atterrissage est la phase la plus dangereuse de la procédure. Pendant 6 interminables minutes, le sort de la mission est suspendu au fonctionnement des parachutes et des airbags automatiques. Si on ne parvient pas à garder son sang-froid, on est fichu. Psychologiquement, à chaque fois, c'est extrêmement difficile à vivre. Pourtant, c'est un moment très exaltant. Si on réussit à poser le véhicule sur Mars, on sera vraiment aux anges. The spacecraft is bouncing on the surface of Mars and rolling around. The antenna is pointed in many different orientations. LCP, we see it on the LCP. We're seeing it on the LCP. Ce soir, l'équipe responsable de l'atterrissage peut être fière d'elle. En 3 semaines, elle a vaincu Mars à 2 reprises. 3 things we need to do here. 1, drink. 2, take a picture. And 3, go together to the press conference. Pendant 3 ans, ces hommes et ces femmes n'ont vécu que pour une seule chose, poser les rovers sains et saufs sur Mars. À présent, leur rôle est terminé. Enfin, presque. La salle de presse a beau être bondée de journalistes impatients d'entendre les responsables de la NASA. Rien ne peut endiguer ce flot impétueux.
Ces ingénieurs sont désormais les experts mondiaux de l'atterrissage sur Mars. Parmi eux, beaucoup travaillent déjà sur de futures missions. Mais celle-ci restera dans les annales. Toute l'équipe de l'EDL est d'accord avec moi. C'est l'expérience la plus fabuleuse de notre vie professionnelle. Et après, il y a l'angoisse de la séparation. Mais ce qui compte, c'est que rien n'égalera jamais ce que nous avons vécu. To the Mars Exploration Rover team, the best in the world. Cela fait maintenant plus de 30 ans que l'homme envoie des sondes vers Mars. Tournant autour de la planète rouge, elles ont révélé d'anciennes zones inondables et des lits de lacs et de rivières asséchés. Autant d'indices que, sur cette planète aujourd'hui glaciale et désertique, on trouvait autrefois de l'eau, ingrédient essentiel de la vie. Récemment, sur Terre, des scientifiques ont découvert des formes de vie dans des endroits les plus improbables. À des kilomètres sous terre, sous la glace de l'Antarctique, et même dans les eaux bouillantes qui entourent les volcans sous-marins. Dans ce dernier milieu, les formes de vie se nourrissent de l'énergie chimique du soufre au lieu de celle du Soleil. Partout où les scientifiques ont cherché, quand ils ont trouvé de l'eau liquide, ils ont trouvé de la vie. Il est donc permis de penser que s'il y a eu de l'eau sur Mars, il y a peut-être aussi eu de la vie. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé la moindre preuve. Pas plus qu'on a pu trouver la moindre trace d'humidité. On ne trouve pas la preuve qui devrait être là. On n'a pas trouvé les minéraux indiquant la présence abondante d'eau sur Mars il y a très longtemps. Et pourtant, il y a des canaux. C'est une contradiction qui entraîne une question. Que s'est-il passé sur cette planète pour qu'on n'ait qu'un seul bout de preuve? Dans l'espoir d'apporter une réponse, Spirit et Opportunity vont explorer des sites dont l'aspect laisse à penser qu'ils ont été en contact avec de l'eau. Pour Spirit, l'équipe scientifique a choisi le cratère de Gusev, peut-être